Quand la semaine redémarre, mets tes neurones en action avec Prune. Pousse la porte du Labo des Savoirs et fais l'expérience d'une heure d'infos scientifiques. Le Labo des Savoirs, c'est sur Prune, du lundi au mercredi de 19h à 20h. Bonjour à tous et bienvenue dans le Labo des Savoirs, la nouvelle émission de diffusion des savoirs de la rédaction de Prune. Nous nous retrouverons dorénavant tous les lundis, mardis et mercredis à l'heure de l'apéro, et dans le Labo des Savoirs, tous les champs de la connaissance seront abordés. Biologie, histoire, maths, physique ou économie, rien ne sera oublié. Le Labo des Savoirs, c'est une émission sur les sciences au sens large. Dans Demande à l'expert, vous pourrez entendre des interviews de scientifiques. Avec la tournée des labos, vous découvrirez des reportages enregistrés dans les équipes de recherche de la région. Et vous retrouverez aussi la chronique décalée de Guillaume, le mot du jour. Cette semaine, nous philosopherons avec Platon, nous visiterons la planète Mars. Et pour commencer ce soir, nous allons parler japonais. Pour découvrir la langue japonaise, nous serons en compagnie de notre expert du jour, Takeshi Tanaka, maître de conférences en japonais à l'Université de Nantes. Tout de suite, pour se mettre dans l'ambiance, on s'écoute un morceau en japonais. Il s'agit de Underground du groupe High Voltage. 'Du lundi au mercredi de 19h à 20h, Prune diffuse le savoir sur le 92 FM. Vous êtes toujours sur Prune dans le Labo des Savoirs et vous écoutiez Underground, un morceau du groupe japonais High Voltage. Et pour les fans de manga, il s'agit du générique de l'anime Gurren Lagann. J'en profite au passage pour remercier Thomas pour son aide dans la sélection musicale de ce Labo des Savoirs sur la langue japonaise.
Nous allons tout de suite entrer dans le vif du sujet, mais pas trop sérieusement encore, puisque c'est l'heure maintenant de la chronique de Guillaume qui ne va pas tarder à nous rejoindre, et il va nous dire ce que lui inspire ce soir le mot du jour, à savoir la langue japonaise. On écoute tout de suite le mot du jour. Le mot du jour dans le Labo des Savoirs. Guillaume nous a rejoint dans le studio. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Aurélie. C'est à toi. Aujourd'hui, mes chers laboditeurs, le mot du jour lève en moi des émotions contrastées. Je vous l'avoue, il me tiraille. En effet, aujourd'hui, nous allons parler de la langue japonaise, et alors là, je sais pas vous, mais moi, ça me transporte. Langue japonaise. Langue japonaise. Vous sentez cet érotisme laqué, ce doux frémissement sur le palais ? C'est son pur rigolant en cascade ? Oui, cette langue forte et concise supporte mal le superflu. Écoutez-la, cette langue érotique transformer ses airs frustrés en L fièrement tendus. Et vous constaterez comme moi que le japonais est au langage ce que le bonsaï est à l'horticulture. Enfin, je me comprends. Le japonais, c'est la langue de la geisha, la langue de cette femme en porcelaine aux parfums subtils de cerisier fleuri. C'est le Japon mystérieux, le Cipango lointain. Ah. Mais bon Dieu, la langue japonaise, enfin quel exotisme dégoûtant. Les femmes bonsaï, les jardins zen, pourquoi pas, mais la langue japonaise, c'est aussi le bruit, la fureur et ce vacarme nasillard qu'on appelle pudiquement animation. Car oui, le japonais est nasillard et les boches ne me contrediraient pas sur ce sujet. C'est une langue barbare. D'ailleurs, je le disais bien à un jap de mes amis qui me faisait remarquer mon absence d'objectivité typiquement française. Je lui disais, je n'en ai cure, Ozawa. Ozawa, c'est son nom. Objectif ou non, nous les Français avons inventé l'imparfait du subjonctif sans lequel aucune civilisation n'est possible. Il m'a fait alors poliment remarquer la force des manchettes dans son pays. Poliment, car le japonais est art de politesse. La politesse, voilà bien le joyau de cette langue. Croyez-moi, les Chinois s'en souviennent encore avec émotion des bonnes manières de cet envahisseur nippon, qui n'oubliait jamais de s'essuyer les pieds avant de rentrer dans Nankin. Néanmoins, je mettrai un petit bémol à cette politesse légendaire des enfants du soleil levant, car si les Japonais ont plus de façons de dire merci que de doigts sur la main, ce qui explique sans doute la rudesse des Yakuza, leur manière de mourir manque singulièrement de propreté, et les Japonais meurent plus que de raison. Alors une petite pensée pour les agents d'entretien des porte-avions américains. Pour finir, je dirais que les Japonais me dépassent. Franchement, qu'un pays à ce point pétri d'honneur et de dignité puis accoucher des Pokémon, moi je n'en reviens toujours pas. Et j'aimerais maintenant conclure cette dissection linguistique par une citation du général américain J.L. DeWitt trouvée dans l'introuvable dictionnaire de la bêtise de Guy Bechtel et Jean-Claude Carrière. Un Jap est un Jap, c'est un élément dangereux qu'il soit loyal ou non. Et tac. Cela dit, l'invité du jour vous expliquera ça mieux que moi. Eh bien, merci beaucoup Guillaume. On te retrouve avec dans plaisir. Le prochain Labo des Savoirs avec un autre mot du jour. On va maintenant passer aux choses sérieuses puisque nous allons retrouver dans quelques instants notre expert de ce soir, Takeshi Tanaka, qui va nous parler de la langue japonaise et de ses particularités. Mais avant, on va s'écouter un autre morceau en japonais. Il s'agit de Ebihara Shinji par le groupe Tsushima Mire. À tout de suite. Ebihara Shinji.
Le Labo des Savoirs ouvre ses portes du lundi au mercredi de 19h à 20h sur Prune 92 FM. Vous êtes toujours dans le Labo des Savoirs et ce soir, nous nous intéressons à la langue japonaise. Le japonais est la langue maternelle de 128 millions de personnes. Elle fait partie des 12 langues les plus parlées au monde, mais le japonais est très peu parlé en dehors du Japon. Sur le plan de la linguistique, le japonais est considéré comme une langue isolée. La langue japonaise n'appartient pas à une grande famille de langues telles que la famille des langues indo-européennes, dont font partie l'indien, l'anglais et le français par exemple, ou la famille des langues sémitiques, auxquelles appartient l'arabe. La parenté du japonais avec d'autres langues est difficile à établir pour les linguistes. Il en existe peut-être une avec le coréen. Le japonais est totalement différent de la langue chinoise, mais il a par contre emprunté de nombreux termes au chinois. Il a aussi emprunté les caractères pour écrire ces termes. Il s'agit des idéogrammes. Ils sont appelés ainsi car un caractère représente une idée, d'où idéogramme. En japonais, on appelle les idéogrammes des kanji. Au cours du temps, la langue japonaise a élaboré, à partir des kanji, 2 syllabaires que l'on appelle kana. On parle de syllabaires et non d'alphabet, car à un signe correspond une syllabe, et non une lettre. Les 2 syllabaires sont l'hiragana et le katakana. Aujourd'hui, dans une même phrase écrite en japonais, on trouve mélangés les 3 types de signes, kanji, hiragana et katakana. La langue japonaise possède de nombreuses caractéristiques tant sur le plan de l'écriture que de la grammaire ou du vocabulaire et nous allons les explorer avec notre expert du jour. Retrouvons maintenant Demande à l'expert. Demande à l'expert. L'invité du Labo des Savoirs répond à nos questions. Nous recevons ce soir Takeshi Tanaka, maître de conférences à l'Université de Nantes et responsable de la section japonais au département d'études slaves et d'Extrême-Orient du Centre international des langues, le CIL. Bonsoir Takeshi Tanaka et bienvenue dans le Labo des Savoirs. Bonsoir. Pour commencer, pouvez-vous nous en dire un peu plus sur les systèmes d'écriture du japonais et plus particulièrement sur les kanji, ces caractères empruntés au chinois? Pouvez-vous nous dire combien il existe de kanji dans la langue japonaise? D'abord, il faut savoir si c'est obligatoire, oui ou non. Et en tant que nombre de kanji à apprendre obligatoirement, il se lève à 2000 caractères. Mais après, au-delà de là, on peut apprendre d'autres caractères, bien entendu. Et dans les dictionnaires, il va en exister 10 000? Combien? 10 000 à peu près, oui. À peu près 10 000 dans les dictionnaires. Oui. Et savez-vous combien de kanji sont utilisés dans la vie courante? Dans la vie courante, ça dépend des personnes peut-être, mais peut-être 1000 kanji, ça suffira. Mais pour lire normalement la presse japonaise, il faut maîtriser 2000 caractères. Un kanji correspond à un terme, par exemple à cheval. Mais y a-t-il plusieurs façons de lire à l'oral le kanji qui va représenter le terme cheval? Oui, c'est vrai. Donc ça, c'est le problème principal pour les personnes qui apprennent le japonais. En fait, il y a plusieurs façons de lire. Il y a plusieurs lectures pour chaque kanji. Il y en a quelquefois 4 ou 5 même. Ça dépend des mots qui sont situés. Ça dépend des mots qui sont derrière. D'accord. Là, oui. Comme les kanji ont une origine chinoise, si on reprend l'exemple du kanji représentant le cheval, va-t-il être compris en Chine et va-t-il être lu à l'oral de la même manière en Chine et au Japon? Au début, il y avait beaucoup de similitudes entre le chinois et le japonais en ce qui concerne l'oral, mais actuellement, par exemple, les Japonais écoutent le chinois, ils ne comprennent rien, les Chinois idem. Donc, on peut dire maintenant presque aucun rapport entre le chinois et le japonais en ce qui concerne la prononciation, la lecture. D'accord, mais le kanji représentant le cheval, si une personne parlant chinois le regarde, il va savoir que ça veut dire cheval. Ils comprennent, bien sûr. D'accord. Oui. Si vous voulez bien, nous allons nous intéresser maintenant au kana, les syllabaires japonais dérivés des kanji. Donc, il y a 2 syllabaires japonais, les hiragana et les katakana, et dans un syllabaire, chaque signe correspond à une syllabe. Combien y a-t-il de signes et donc de syllabes dans les 2 syllabaires japonais? 47 signes pour ce qu'on appelle les hiragana. Les katakana, c'est pour écrire phonétiquement à la façon japonaise, donc on a plus de sons que les hiragana. Le japonais, c'est une langue très facile au niveau phonétique, donc 5 voyelles, A, I, U et O. Et quelquefois, en français, il y a 2 sortes de
et, donc et E avec un accent aigu, E avec un accent grave, mais dans la langue japonaise, il n'y a pas de différence. Donc O, A, etc., c'est la même chose. Donc en fait, 5 voyelles. Et après, il suffit de combiner avec une autre consonne. Par exemple, K, donc Ka, Ki, Ku, Ke, Ko, etc. D'accord. Voilà, donc c'est relativement facile comme prononciation. Et si on retourne à l'écriture, dans une phrase écrite en japonais, on va avoir les kanji, les hiragana et les katakana mélangés. Est-ce que vous pouvez nous dire quel système d'écriture choisir pour écrire tel ou tel mot? On écrit en chinois les choses essentielles. Donc, par exemple, manger. En japonais, on dit taberu, tabemasu. La conjugaison n'existe pas dans la langue chinoise, donc il faut modifier à partir de là. On garde l'essentiel, donc la racine, et puis pour la terminaison, on utilise une autre écriture inventée au Japon. D'accord, donc en fait, pour le mot manger, on va utiliser un idéogramme chinois et ensuite on ajoutera des signes issus de l'hiragana pour symboliser la conjugaison. Voilà. Au niveau des noms de famille et des prénoms, quel système d'écriture va-t-on utiliser? Traditionnellement, on utilise toujours les kanji, les caractères chinois, pour les noms de famille, pour les prénoms aussi. Mais ce qui est de plus en plus à la mode, c'est d'utiliser, disons, d'emprunter un son étranger à l'occidental, et puis on écrit un hiragana, ça arrive maintenant, un cas comme ça. Mais traditionnellement, encore une fois, on écrit toujours un kanji. Diriez-vous que l'on peut écrire le japonais sans savoir écrire de kanji? Pourquoi pas? Donc, il suffit d'écrire phonétiquement et puis avec les hiragana, disons l'alphabet japonais, on peut écrire tous les sons d'origine japonaise. On va faire une petite pause musicale et on se retrouve juste après pour continuer à parler de la langue japonaise et plus spécialement des caractéristiques grammaticales et lexicales du japonais. Tout de suite, pour rester dans le bain, un titre en japonais.
Active tes synapses avec le Labo des Savoirs sur Prune 92 FM. Vous écoutiez Yaeda Hitomi avec le titre 37 degrés. Nous sommes toujours en compagnie de notre expert du jour dans le Labo des Savoirs. Takeshi Tanaka, pourriez-vous nous parler des principales caractéristiques de la grammaire japonaise ? D'abord, ce qui est vraiment typique dans la langue japonaise, c'est plutôt la syntaxe. C'est-à-dire, après le sujet, dans la langue française, en général, on met un verbe. Dans la langue japonaise, le verbe se trouve en fin de phrase. Donc, c'est une langue rare au niveau de la syntaxe, comme cela. D'accord, le verbe sera toujours à la fin des phrases. Est-ce que vous pouvez nous parler du genre des mots, genre masculin, féminin ? Est-ce que, par exemple, le mot pomme va avoir un genre ? Non, ça c'est plutôt pour les langues latines, je dirais. Et en anglais déjà, il n'y a pas de genre masculin-féminin. Dans la langue japonaise, il n'y a rien, il n'y a pas de genre masculin-féminin et il n'y a pas d'article non plus. Et au niveau de la conjugaison des verbes, comment ça se passe ? La conjugaison, je dirais, en ce qui concerne les difficultés de la langue japonaise, je dirais entre le français et le chinois. Qu'est-ce que je vous dis par là ? Tous les Français disent que la langue française est compliquée, et entre autres la conjugaison, c'est vrai, c'est compliqué. Je vais, tu vas, il va, nous allons, etc. Mais dans la langue chinoise, il n'y a pas de conjugaison. Mais par contre, en japonais, c'est au milieu. Et donc, ce qui est différent, même si le sujet change, on ne conjugue pas. C'est-à-dire, je vais, tu vas, le verbe ikimasu en japonais, watashi wa ikimasu, etc. Ikimasu, on garde toujours cette forme-là. Donc, pas de conjugaison à faire, même si on change de sujet. Et si le temps de la phrase change, si on passe du présent au futur, comment on peut exprimer ce changement ? Il faut dire qu'il n'y a que deux temps dans la langue japonaise. Il n'y a pas de forme du futur. Et comment on doit faire dans ce cas-là ? Il suffit de... Dans la langue japonaise, il n'y a pas de différence. Je vais à Paris et j'irai à Paris. Mais quelquefois, il s'agit du futur. On ne parle pas de l'habitude, on parle du futur. Dans ce cas-là, j'irai. Mais en général, c'est le contexte qui détermine. Et quelquefois, il y a des mots qui déterminent le futur. Par exemple, j'irai à Paris l'année prochaine. Donc, lorsqu'on dit l'année prochaine, pourquoi pas, on peut mettre au présent. Plutôt, dans la langue japonaise, on met toujours au présent. D'accord, on comprendra que ça sera dans le futur grâce au mot l'année prochaine. Oui, voilà. Et pour le passé, alors si vous dites qu'il y a deux temps dans la langue japonaise, est-ce que le verbe change ? Le verbe change, mais pas autant que la langue française. Et donc, quelquefois, il n'y a pas de différence. Plutôt, il n'y a pas de différence. Par exemple, j'étais étudiant. Et j'ai été étudiant. La différence entre l'imparfait et le passé composé, dans la langue japonaise, ça n'existe pas. Donc, D'accord. Lorsqu'on dit « Watashi wa gakusei deshita », « deshita » peut dire « j'étais » ou bien « j'ai été », ça, c'est à vous de déterminer. J'étais étudiant et je suis étudiant. Est-ce que vous pouvez nous donner cet exemple ? On peut conjuguer le verbe. Donc, je suis étudiant, « Watashi wa gakusei desu ». Donc, le verbe se trouve à la fin. Des, et il faut conjuguer maintenant des à deshita. Donc, D'accord. watashi wa gakusei deshita. Ça sera au passé. Même si quelqu'un dit il était étudiant, c'est la même chose, deshita toujours. D'accord, il n'y a pas de conjugaison par rapport au sujet. Voilà. Et les particules, c'est quelque chose de courant au Japon, en japonais ? Il y en a plus par rapport à la langue française peut-être. Et donc, quelquefois, il y a des mots équivalents dans la langue française, mais pas toujours. Par exemple, watashi wa pour indiquer le sujet. Par contre, lorsqu'on dit watashi no, ça devient un adjectif possessif, mon, ma, mes. Alors, j'aimerais vous poser maintenant quelques questions au niveau des caractéristiques de vocabulaire de la langue japonaise. Quelle est l'origine principale des mots japonais ? Ça va être la langue chinoise ? D'abord, on peut dire qu'il y a beaucoup de rapports entre le chinois et le japonais en ce qui concerne le vocabulaire. Et donc, on a emprunté les caractères chinois.
Mais au niveau de la syntaxe, il n'y a aucun rapport entre le chinois et le japonais. Et est-ce qu'il existe des champs lexicaux plus développés en japonais qu'en français? Les Japonais sont sensibles aux 4 saisons. Et puis, lorsqu'on parle de la pluie, on précise bien quelle sorte de pluie il s'agit. Pour ça, donc, il y a beaucoup de mots. Par exemple, lorsqu'on dit harusame, donc c'est la pluie qui tombe au printemps, etc. Les onomatopées sont ces petits mots créés pour simuler les bruits émis par les êtres, les animaux ou les objets, comme achum pour l'éternuement ou ding-dong pour la cloche qui sonne. Les onomatopées japonaises sont-elles plus nombreuses qu'en français? Oui, et je crois que c'est vrai. Par exemple, lorsqu'il pleut à verse, on dit za, za. Et pour les crachats, on dit shito, shito. En français, on utilise aussi des expressions idiomatiques, comme justement « il pleut des cordes » ou « ne pas avoir froid aux yeux ». Les expressions idiomatiques sont des expressions, si elles sont traduites dans une autre langue, qui ne vont pas dire grand-chose. Y a-t-il des expressions idiomatiques en japonais ? Bien sûr, dans n'importe quelle langue, je crois qu'il y a des expressions vraiment typiques dans chaque langue, je crois. Oui. Par exemple, lorsqu'on attend quelque chose avec impatience, on dit « j'attends » avec un coup long. Donc, on attend, et puis le coup devient... Le coup s'allonge. Donc, attendre avec un coup long, ouais. Cela veut dire attendre avec impatience. Voilà. Et en japonais, ça donne quoi ? Kubi o nagaku shite matsu. Tout de suite, on écoute Mitsuami Héroïne par Kayo. Day
Démêle tes neurones avec le Labo des Savoirs, du lundi au mercredi de 19h à 20h sur le 92 FM. Vous écoutez le Labo des Savoirs de Prune et avec notre expert de ce soir, nous nous intéressons à la langue japonaise. Takeshi Tanaka, j'aimerais maintenant que nous parlions de la politesse dans la langue japonaise. Comment la politesse se traduit-elle dans le langage ? Oui, ça, c'est une tradition qui se perd petit à petit. Et en français, c'est la même chose. En général, les jeunes sont moins polis. Disons, ils n'apprennent pas la politesse. Donc, ça évolue. Mais quand même, on garde toujours la tradition. On essaie d'être poli avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et donc, le langage va changer en fonction de ce niveau de politesse que l'on souhaite. N'importe quelle langue évolue, n'est-ce pas? Pour l'anglais, c'est la même chose. On avait avant la différence entre tu et vous en anglais, à l'époque shakespearienne, mais on n'en a plus. Et au Japon, elle existe encore la différence entre tu et vous? On s'exprime d'une autre façon, c'est-à-dire tu et vous, et après vous conjuguez je mange, tu manges, vous mangez, etc. Tu manges, vous mangez, etc. Quelquefois, c'est inutile de chercher la différence, chercher le mot précis, et tu, comment dire en japonais, vous, comment dire en japonais. En fait, c'est la même chose, anata. Et donc, la conjugaison, c'est la même chose. On ne change pas. Dans ce cas-là, il faut s'exprimer d'une autre manière. Cette différence, la politesse est être intime. Donc la politesse va s'exprimer non pas au niveau du sujet et du verbe dans la conjugaison, mais grâce à un vocabulaire différent. Voilà, surtout le vocabulaire, oui. Donc il va y avoir des façons différentes de dire bonjour selon le degré de politesse. En par français, exemple, je dirais quelquefois c'est la même chose, c'est-à-dire au lieu de dire bonjour, on ajoute bonjour madame, bonjour monsieur. Ça devient poli comme ça. Donc dans la langue japonaise, ohayo tout court, c'est intime, mais pour être poli, ohayo gozaimasu. D'accord. Donc, on ajoute gozaimasu comme ça, oui. Mais il ne faut pas dire que gozaimasu, ça veut dire monsieur, madame, c'est pas ça. Ça représente juste un niveau de politesse plus élevé. Voilà. Pouvez-vous nous expliquer maintenant comment la langue japonaise fonctionne en ce qui concerne la manière de nommer une personne ? Oui, il y a des choses qui sont pratiques dans la langue japonaise. Lorsque on se connaît pas tellement bien, il faut être poli et il faut appeler quelqu'un. En français, il faut savoir la différence entre un homme et une femme. Mais dans la langue japonaise, il n'y a pas de genre masculin-féminin. Donc, monsieur, madame, ça n'existe pas cette différence-là. Et en France, ça peut être pire. Pour les femmes, il faut savoir la différence entre si c'est une femme mariée ou bien pas mariée. Madame, mademoiselle. Donc, pour être poli, bonjour, madame ou mademoiselle. Par exemple, mon nom, Tanaka. Il y a quelqu'un qui m'appelle monsieur Tanaka, donc Tanaka-san. En fait, on ajoute san. Ça peut être, lorsqu'on dit Tanaka-san, ça peut être Madame Tanaka, ça peut être Madame Tanaka. Voilà. La particule san à la fin de votre nom va signifier qu'on ne vous connaît pas très bien et qu'on met de la politesse. Oui. Et maintenant, si quelqu'un vous connaît bien, il va vous dire bonjour, de quelle manière ? Au total, il y a 4 façons de s'exprimer. Quelqu'un qui m'appelle Tanaka-san, ça c'est le plus élevé, la plus élevée comme politesse. D'accord. Ensuite, quelqu'un qui m'appelle Tanaka. Donc, quelqu'un de ma classe m'appelait comme ça. Oh, Tanaka, comme ça, Tanaka. Donc le nom de famille. La deuxième façon de m'appeler comme ça. Ensuite, la troisième façon, c'est d'utiliser le prénom. Donc, mon prénom, c'est Takeshi. Il y a des gens qui m'appellent Takeshi-san. Mais en français, ça ne se fait jamais d'ajouter monsieur, madame, mademoiselle après un prénom. Ça ne se fait pas. Tout à fait. Mais en japonais, ça se fait. Donc, D'accord. Takeshi-san. Et le plus intime, on m'appelle Takeshi. Comme ça. Voilà, 4 façons de s'exprimer. Et les suffixes chan et kun. Chan, ça c'est donc, il y a d'autres possibilités en fait. Et chan, donc on s'adresse aux filles, et je dirais 5 ans, 10 ans. Lorsque je trouve une fille de 5 ans, 10 ans, j'appelle chan comme ça. À la fin de son prénom ? Voilà, prénom, oui, voilà. Et ensuite, lorsqu'il y a un garçon, on appelle kun quelquefois. Quand ce sont des enfants. Voilà.
Eh bien, l'émission touche bientôt à sa fin et il est temps de donner quelques conseils à nos auditeurs qui souhaiteraient se lancer dans l'apprentissage du japonais, pourquoi pas. Auriez-vous des ouvrages à conseiller à un débutant ? Oui, et donc il y a plusieurs livres à conseiller. D'abord, Parlons japonais est publié à l'université de Grenoble. Parlons japonais de Tomoko Higashi. D'accord. Autrement, ça, c'est un livre de poche, c'est facile à lire et c'est pas cher. Donc, le titre, Parler japonais en 40 leçons. Très bien. Parler japonais en 40 leçons. Et si l'on souhaite apprendre le japonais à Nantes, quelles sont les possibilités ? Le japonais est de plus en plus demandé, mais actuellement, c'est un peu dommage. Cette langue n'est pas enseignée partout. Ça viendra. Donc, pour le moment, à l'université de Nantes, on peut apprendre le japonais. À l'université de Nantes ? Oui. Dans le cadre d'un enseignement universitaire, donc. Oui, et donc la filière qu'on appelle LEA, langue étrangère appliquée. Donc, dans ce cadre, on peut apprendre le japonais en tant que deuxième langue. D'accord, très bien. Et pour les élèves au lycée, il y a des possibilités à Nantes ? Au lycée, à la Perverie, disons, le cours de japonais est dispensé pour les lycéens. Pour les lycéens. Oui, donc la Très Perverie. bien. Toutes ces informations seront sur le site internet de la Radio Prune. Avant de se quitter, j'aimerais vous conseiller 2 sites web qui m'ont beaucoup servi pour préparer cette émission. Le premier lien que je vous donne correspond aux pages dédiées à l'étude du japonais d'un site personnel que j'ai trouvé très bien fait. Vous y trouverez des informations pédagogiques sur le japonais écrit, le japonais oral, ainsi que des exercices. Le lien est le suivant, www.chronique-nippon.net, au pluriel, /index2.html. Le second site dont j'aimerais vous parler est en fait bien plus qu'un site web. Il s'agit d'une des pages du portail web de la radio publique japonaise NHK qui donne accès à toute une série de leçons de japonais basées sur une pièce radiophonique qui raconte l'histoire de Léo arrivant au Japon pour apprendre l'aïkido. Les leçons sont disponibles gratuitement en podcast et il existe aussi un support écrit à télécharger, gratuit également. Le lien est le suivant, www.nhk.or.jp/leçon/French. Vous retrouverez bien sûr toutes ces informations sur le www.prune.net. Takeshi Tanaka, merci beaucoup d'être venu ce soir dans les studios de Prune pour cette émission Langues étrangères du Labo des Savoirs. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir, sayonara. Tous les podcasts du Labo des Savoirs sont sur le www.prune.net. Le Labo des Savoirs, c'est fini pour ce soir. Nous allons nous quitter en musique et en japonais avec un très bel extrait du nouvel album de Christa Galli. Il s'agit d'un groupe français que vous avez peut-être pu découvrir fin septembre à Clisson car ils étaient présents lors de la Nuit des Fées. Le morceau que l'on va s'écouter parle de la planète Terre. Il s'intitule Ayaku et vous pouvez le retrouver dans le second disque de Christa Galli qui porte le même nom. N'hésitez pas à nous contacter par email si vous avez des questions suite à l'émission de ce soir. L'adresse email de l'émission est labodessavoirs@prune.net. Vous pouvez également nous écrire pour nous indiquer un thème que vous souhaiteriez voir abordé dans une prochaine émission. Alors, aucune restriction dans le Labo des Savoirs, nous nous intéressons à tous les champs de la connaissance, de la biologie à l'histoire en passant par la physique, la philo ou les maths, alors n'hésitez pas. Vous pouvez retrouver toutes les émissions en podcast gratuit sur le www.prune.net. Merci à tous, très bonne soirée et à très vite pour une nouvelle émission stimulatrice des synapses. Et sayonara! その瞳を開いて海は静かな風が吹いてた海はきれい陰沈で私
しみるにこ地球の地ね人類の進歩覚えているよ早くかねる待つ地球かねる待つ早くにこ夢はどこにある愛はどこにあるすべてから自由になりたいとあなたは決して一人